vous savoir nombreux connectés à l'espace Bravo Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, dans les dessous des cartes Washington-Doha, nous levons le voile sur une diplomatie aux deux visages. D'un côté, des poignées de main et des discours sur la paix. De l'autre, des massacres qui perdurent, des intérêts économiques qui se dissimulent derrière les grands principes et des alliances qui se tissent dans l'ombre. Quelles sont les véritables motivations des acteurs de Washington et de Doha? Quel lien entre la géopolitique affichée et les profits colossaux qui se jouent en coulisses? Pour décrypter ces stratégies complexes, nous recevons encore au Salon Patriotique un invité qui conjugue l'acuité de l'analyste politique et de l'expertise de l'opérateur économique que je citais, M. Hussein Hubert Barwani, que je salue et souhaite le bienvenu dans notre beau studio. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Très bien, merci une fois de plus de nous avoir ouvert vos portes. Nous sommes ravis et contents d'y être. Merci. Merci. Avant d'ouvrir cet entretien, j'ai pris à vous et à nos téléspectateurs de suivre cet portrait. Né le 4 janvier 1983 à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, au cœur de la République démocratique du Congo, Barwani Kabulo Hussein a très tôt tracé les lignes d'un parcours marqué par la discipline et l'ambition. Dès l'école primaire Saint-Gaston, où il obtient son certificat en 1997, jusqu'à son diplôme d'État en option commerciale et administrative en 2003. Son cheminement scolaire illustre déjà une constance et une détermination exemplaires. Son cycle universitaire s'ouvre à l'université de Lubumbashi où il décroche en 2007 un graduat. Animé par la soif de savoir et de dépassement, il poursuit son parcours à l'université de Kinshasa et y obtient une licence en sciences politiques. Marié et père de deux enfants, il s'affirme aujourd'hui comme un opérateur économique de référence en République démocratique du Congo. Homme de vision, bâtisseur convaincu, Barwani Kabulo Hussein incarne une nouvelle génération de leaders, alliant compétences, engagement et sens de responsabilité. Ce soir, il est l'invité du Salon Patriotique. Les dessous des cartes Washington-Doha, est-ce une diplomatie à double visage, des massacres récurrents ou des enjeux économiques masqués? Tel est le thème de cette émission, mesdames et messieurs, et je reviens vers vous, M. Hussein Barwani, analyste politique et opérateur économique. De prime abord, dans la déclaration de principe de paix à Doha, les gouvernements congolais s'engagent à ne pas recourir à la force pour reconquérir les territoires sous occupation de M23 AFC. Ce qui est soutenable et louable dans une démarche de négociation de paix. Oui. Mais ce qui fait mal au dos, c'est qu'il y a quelques constatations factuelles, notamment le massacre récurrent des civils dans le sud et Nord Kivu. Et cela juste après la trêve officielle entre FARDC et M23 AFC. Quelle est votre lecture sur ces griefs? Tout de suite, je vais vous dire une seule chose. D'abord, il faut comprendre qu'il n'y a pas eu accord de paix entre le gouvernement congolais et l'AFC M23 jusqu'à présent. Mais cela ne signifie pas que nous acceptons le massacre, que ça se fasse de la manière dont ça est en train de se passer là. Pour ça, nous sommes totalement abasourdis et nous n'acceptons pas. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Mais il faut comprendre une seule chose. Ce qui a été accepté à Doha entre les gouvernements congolais et l'AFC M23, c'était juste un accord de principe. C'est-à-dire, c'était un certain nombre de points dans les cahiers de charges de chacune des parties sur lesquels nous nous sommes mis d'accord et ce sont ces points-là qui vont faire l'objet des discussions qui vont aboutir à un accord. Mais c'est quelque chose à encourager qui augure la paix, mais
je ne sais pas vous dire tout de suite qu'il y avait eu accord. Il n'y a pas encore eu accord. Et pour moi, les massacres, toutes ces atrocités qui sont en train d'être commises par les occupants de cette partie du pays, je pense qu'ils utilisent cette formule macabre comme étant un moyen de pression. Vous allez comprendre que ce sont des phénomènes qui arrivent que lorsqu'il y a blocage quelque part dans leur pourparler, comme moyen de pression, ils utilisent cette formule qui n'est vraiment totalement, que moi je désapprouve totalement. Et jouer comme ça avec la vie des gens, jouer comme ça avec la vie de la population, c'est quelque chose qu'il ne faut pas encourager. Mais moi je pense que c'est une façon de vouloir pousser le gouvernement à aller vite, à épouser leur point de vue par rapport à la situation telle qu'elle se présente actuellement. Parce qu'il ne faut pas oublier que ceux qui sont de l'autre côté, ils accusent aussi le gouvernement congolais. Pas de tuer la population, pas de commettre des massacres, mais de se réarmer et de se réorganiser, de redéployer même les troupes sur le terrain. Alors moi je pense que comme ils n'ont pas un autre moyen de pression que celui-là, alors ils procèdent de cette manière-là pour essayer de faire pression au gouvernement d'une manière ou d'une autre, afin qu'il puisse aboutir à quelque chose de concret, qui aura aussi servi de justification à tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Une deuxième constatation factuelle aussi, c'est la réouverture des frontières ougandaises à des fins commerciales avec Bunagana, toujours sous occupation de M23 AFC. Comment trouvez-vous cette attitude-là? Monsieur le journaliste, vous devez comprendre une seule chose. La lecture que nous avons de la guerre à l'ouest lorsque nous sommes à Kinshasa, excusez-moi, ce n'est pas la même lecture qui est faite lorsque les gens sont au nord, au sud Kivu. Bref, du côté des parties est de la République démocratique du Congo. Je peux vous dire que la frontière entre toute cette zone-là, entre la RDC et les pays voisins, elle n'a jamais été fermée. Peut-être cette ouverture, on voulait seulement vous l'annoncer d'une manière officielle, mais les gens circulaient, les marchandises circulaient, les échanges commerciaux s'est déroulé convenablement. C'est déroulé convenablement. Seulement peut-être ils ont voulu que ça soit officialisé pour que tout le monde puisse maintenant comprendre qu'ils ont ouvert les choses et tout comme ça. Mais il faut aussi savoir une autre chose. Je pense que la question que vous aviez voulu la poser, c'est par rapport à la position de l'Ouganda. Tout à fait. Parce que l'Ouganda se présente à un certain moment comme étant allié de la République démocratique du Congo dans la lutte contre les ADF. Tout à fait. Et de l'autre côté, l'Ouganda se présente aussi comme un allié du M23. Il joue les deux rôles au même moment. Vous ne pouvez pas ne pas prendre en compte les dires du président rwandais, le président Paul Kagame. À un certain moment, je pense que vous êtes journaliste, vous êtes bien informé, lorsqu'il avait été sérieusement acculé dos au mur, il avait commencé à sortir certains pics, il a commencé à parler à tout moment. Et une fois, il avait dit que ce n'est pas lui qui avait occupé Bunagana, ce n'est pas lui qui avait aidé Léon 23 à prendre Bunagana. Il était très clair dans ces mots, il avait dit que c'était l'Ouganda qui avait ouvert les portes aux rebelles du Léon 23 et ils sont entrés par la frontière entre la RDC et l'Ouganda. C'est comme ça que Bunagana était tombé. Et si vous prenez même les témoignages, vous suivez réellement et religieusement les témoignages de certains de nos militaires, ils vont vous dire qu'ils étaient au front, mais ils avaient été surpris que derrière eux, il y avait un autre front qui était ouvert. Ce qui avait fait qu'ils avaient décroché. C'est pour vous dire que l'Ouganda joue et le chaud et le froid au même moment. Ce n'est pas un partenaire fiable. Donc c'est une façon pour l'Ouganda de légitimer le M23. Pas seulement légitimer. Le M23 n'a jamais été illégitime aux yeux du Kampala. Mais tous ceux qui sont dans le M23 aujourd'hui, ils étaient où avant d'être là où ils sont à Bunagana et consorts, à Goma? Ils étaient dans des camps de réfugiés en Ouganda. Comment ils se sont retrouvés là-bas? Vous allez nous dire que les services de renseignement ougandais ne savaient pas tout ce qui était en train de se passer pour que ces gens puissent se retrouver un jour avec des armes et venir envahir le Congo? Non, ils étaient informés, ils ont laissé faire. C'est ce que nous devons commencer à nous dire. Nous, Congolais, nous devons cesser d'être naïfs. À un certain moment, le gouvernement congolais semble
ne pas comprendre les choses et considérer l'Ouganda comme étant un partenaire. Non, l'Ouganda n'est pas un partenaire de la République démocratique du Congo. L'Ouganda, c'est un pays agresseur comme tout autre pays agresseur, comme le Rwanda. Et je pense que le Burundi a jeté cette casquette avec l'avènement du nouveau pouvoir. Ils ont compris que nous sommes africains, ça ne servait à rien de jouer le rôle macabre qu'ils étaient en train de leur donner par l'Occident, mais il fallait qu'ils changent la casquette. Et c'est ce que le Burundi a changé réellement la casquette. C'est un pays frère aujourd'hui, c'est un pays ami, mais l'Ouganda n'a jamais changé la casquette. Il faut comprendre le rôle que joue le président Museveni dans la région des Grands Lacs. Après le départ du maréchal Mobutu, quel est le rôle que les États-Unis et l'Occident ont confié au président Museveni? Parce que le parrain de toutes ces atrocités que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en Afrique centrale, le vrai parrain, c'est le président Museveni. Ça, il faut que les gens comprennent. Le vrai parrain, c'est le président Museveni. Il connaît tout ce qui est en train de se passer dans la région des Grands Lacs. Et vous savez, il faut lire la personne et comprendre ce qu'il est réellement. Le président Museveni, c'est quelqu'un qui a fait ses études en Tanzanie, à Dar es Salaam. C'est là où il a fait son université. Allez lire le travail de son mémoire. Vous allez comprendre qu'est-ce qui est en train de se jouer dans la région des Grands Lacs actuellement. Ils ont eu la bénédiction des groupes de démocrates, le parti politique américain qui a parrainé un certain nombre de faits, qui les a parrainés ensemble avec le président Kagame. C'est pourquoi ils se sont donné les listes de faire ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Et le travail, son travail de fin d'études, le président Museveni l'a écrit sur la création de nouveaux États. Et moi, je pense que dans ce sens-là, et si vous voyez le comportement même de son fils, vous allez comprendre que les terrains de jeu, les terrains d'applicabilité de son travail, c'est la République démocratique du Congo. C'est la République démocratique du Congo. Ce n'est pas un partenaire fiable à qui nous devons tout confier. Il est en train de jouer un mauvais rôle dans un certain nombre de choses. Et l'histoire... L'intention est de balkaniser le pays. Je ne pense pas que vous ignorez ça. Quand vous lisez les tweets de l'enfant du président Museveni, qu'est-ce que vous comprenez? L'intention, c'est celle-là. Ils veulent balkaniser le Congo. Le Congo est trop grand pour eux. Si vous suivez, il y avait eu un discours, le président Laurent Désiré Kabila l'avait déjà dit. J'avais suivi une image, et je dois avoir ça dans mes archives, où le président Laurent Désiré Kabila a dit qu'il avait été invité en Afrique du Sud, où le président sud-africain lui disait ceci, que le président Museveni était venu lui dire que le président Laurent Désiré Kabila n'était pas un bon président pour la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo devait avoir un président faible qui manipule. Le président Laurent Désiré Kabila, c'est quelqu'un qui était très fort et qui n'était pas manipulable. Et pour eux, il n'était pas à sa place. Il devait être remplacé. Et quand quelqu'un se donne ce luxe d'expliquer ça à un autre chef de l'État, vous croyez que son intention, c'est de garder le Congo uni, c'est de voir le Congo continuer à rester uni? Non, ils veulent balkaniser le Congo. Et ce projet ne vient pas seulement d'eux. C'est un projet qui avait été épousé depuis l'indépendance du Congo par certaines officines occidentales qui l'ont mûri à un certain moment. Ils l'ont confié aux personnes qu'ils ont trouvé qu'ils peuvent l'exécuter. Et entre autres, je vous dis que vous devrez vous mettre en tête que tous ces deux pays-là qui nous entourent, l'intention qu'ils ont, c'est de balkaniser le Congo. Non seulement, il y a aussi les Kenyans avec la nomination récente d'un consul dans la ville de Goma. Bon, la nomination d'un consul, c'est un droit du Kenya. Nous avons... Mais en quel moment? Oui, je vous explique. Nous sommes à Kinshasa, nous avons l'ambassadeur de Belgique à Kinshasa. Mais nous qui avons grandi à Lubumbashi, moi je suis voisin à Lubumbashi du consul de la Belgique. Ils peuvent nommer un consul. Mais là où les bas blessent,
c'est qu'il s'agisse Goma Ville comme sous un occupation. comme une lieu rebelle. de résidence Mhm. de ces fameux consuls-là. Au moment où ils savent très bien que Goma n'est pas sous contrôle de Kinshasa. Voilà. En relation internationale, ça porte un coup à la politique de la République démocratique du Congo. Et le président de la République ainsi que les membres du gouvernement ne doivent pas laisser passer cette histoire parce que c'est un ballon d'essai. Je viens de vous dire tout de suite là que tous ces États-là, la mission qu'on les a confiée, c'est d'émietter le Congo, de créer des petites républiques qui seront faibles, qui auront la même mise et ils vont exploiter des richesses. Et les ballons d'essai que le Kenya vient de faire maintenant là, si on les laisse faire, demain vous aurez le consul général de l'Ouganda qui va se nommer à Goma. Le lendemain, ça sera celui de la Tanzanie. Après, un jour, ils vont vous dire que ce ne sont plus des consuls, ça devient des ambassades. Et à ce moment-là, nous allons nous retrouver dans une situation qui ne sera pas confortable. C'est à ce moment-ci que le gouvernement congolais doit prendre les choses en main pour interpeller les Kenyans à travers le ministère des Affaires étrangères, convoquer l'ambassade du Kenya, lui présenter la protestation de la République démocratique du Congo et au besoin, parce que les relations internationales sont des relations de puissance, au besoin lui demander de quitter le Congo. Parce qu'à un certain moment, les Kenyans se comportent comme si c'est un État qui n'a pas besoin d'avoir des relations convenables et de bonnes relations diplomatiques, surtout avec la République démocratique du Congo. Comme ce sont des relations de réciprocité, lorsque vous avez une adversité d'une telle taille, provenant d'un État qui est un État aussi frère que le Kenya, comportez-vous aussi de la même manière. Parce qu'en relation internationale, il n'y a pas de foi, il n'y a pas d'état d'âme là-bas. Là-bas, ce sont des intérêts. Et là, vraiment, je vous dis, avec cette nomination, l'intérêt de la RDC est mis à mal et nous devons agir en conséquence. Mais finalement, la RDC est très mal entourée aussi. Il a des mauvais partenaires. Un peu comme le chef de l'État est très mal entouré aussi, nous le décrions depuis son accession au pouvoir. Exactement, oui. Que devons-nous alors faire? Votre lecture? Non, vous savez, les relations internationales, je viens de vous dire, ce sont des relations de puissance. Les nouveaux scientifiques en sciences politiques, de nouveaux savants, ils vous disent que un État, en dehors d'avoir sa population, d'avoir un territoire et d'avoir des frontières reconnues, un État, l'autre élément qu'ils ont ajouté, c'est la capacité de nuire. Un État qui n'a pas la capacité de nuire n'existe pas en relation internationale. Le Congo n'est pas mal entouré. C'est le Congo qui n'a pas la capacité de nuire aux autres, actuellement. Le Congo n'a pas la capacité de nuire aux autres. Une fois qu'on aura cette capacité de nuire aux autres, vous allez voir que les gens vont se respecter. En relation internationale, il n'y a pas d'amour. Ce sont les intérêts qui priment. Tout ce que les autres sont en train de faire là, c'est un comportement normal des États en relation internationale. C'est à nous de nous mettre à notre place, de comprendre le rôle que nous devons jouer. Le Congo est faible. De nous doter exactement, de nous doter des moyens de défense capables, de nous défendre nous-mêmes et de nous doter des moyens de nuisance par rapport aux autres. C'est-à-dire que quelqu'un qui avance vers nous doit comprendre que là où il va, ce n'est pas un endroit où il faut y aller comme ça. Il doit se préparer en conséquence parce que le Congo peut nuire aussi à ses intérêts. Et aujourd'hui, nous n'avons pas ces moyens-là. On ne se voile pas la face, nous n'avons plus ces moyens-là de nuire aux autres. Qu'est-ce qui nous empêche d'en avoir? Moi, je pense que, comme je vous avais dit la fois passée, que nous, les Congolais, nous sommes prêts à tout donner aux étrangers pour qu'ils trouvent des solutions, en fait, de nous ramener la paix, oubliant que notre malheur vient toujours de ces gens-là. C'est-à-dire, c'est comme qui dirait que vous espérez éteindre le feu par l'aide d'un pyromane. Toute cette énergie que nous dépensons pour avancer vers les étrangers, toute cette énergie que nous dépensons pour chercher la paix partout au monde, pourquoi nous ne pouvons pas dépenser même la moitié de cette énergie pour que nous puissions avoir le consensus au niveau de notre classe politique? Et c'est ce consensus-là qui nous permettra
de consolider la paix. C'est avec la paix que nous allons nous construire en interne afin de faire face aux menaces extérieures. Sans que nous puissions arriver à ce niveau de choses, nous ne pouvons pas espérer faire face aux autres. Parce que nous sommes un royaume divisé déjà en interne. Il y a des Congolais qui sont utilisés par les autres. Pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent pas leur compte en étant avec le gouvernant de Kinshasa. Et aujourd'hui, la réalité des choses fait que le président Tshisekedi, c'est un homme de paix. Oui. Il n'est pas belliqueux. Non. C'est un homme de paix. Malheureusement, cette paix, il ne saura pas la faire lui-même. Il doit la faire avec le concours des autres. Comme qui, par exemple? Personnellement, je ne cesserai pas de vous le dire. Je vous l'ai dit aujourd'hui et je vous regarde droit aux yeux. Actuellement, nous sommes en train de tergiverser pour rien. Même les acteurs internationaux, les anciens présidents, les présidents qui sont en fonction actuellement, sont clairs. La paix en République démocratique du Congo ne sera pas résolue par la voie des armes. Elle sera résolue par une voie de dialogue. Et ce dialogue-là va... Vous revenez encore à cette question? Oui, je reviens sur cette question parce que... C'est déjà une page tournée. Oui, non, ce n'est pas une page tournée, mais c'est une question qui est très importante. Parce que si nous sommes à la recherche de la paix, nous voulons être puissants. Nous ne serons pas puissants si nous sommes divisés en interne. Et pour que nous puissions avoir les consensus, pour que nous puissions cheminer tous ensemble et regarder dans une même direction, afin de construire une paix durable qui nous permettra d'avancer dans tous les autres domaines, que ce soit militaire, diplomatique ou politique, nous devons avoir tout autour de nous les autres qui sont déjà partis. Il faut qu'il y ait dialogue. Il faut que ce dialogue nous apporte le consensus. Mais j'ai l'impression que le gouvernement en place n'en veut pas ce dialogue inclusif. Je n'ai pas le rôle de vous poser les questions. Parce que c'est ce que nous attendons ça plus du côté de l'opposition. C'est plus l'opposition qui exige le dialogue inclusif, mais côté de pouvoir, on n'en parle presque pas. Non. Je n'ai pas le droit de vous poser, bien sûr, des questions. Je vais peut-être moi-même expliciter certaines choses. Vous savez, actuellement, dans notre pays, il y a les gens qui sont, ce que moi je les appelle les pêcheurs à nos troupes. C'est-à-dire, et ils sont bien que seulement lorsque ça ne va pas. C'est à ce moment-là qu'eux, ils se sentent bien. Lorsque les choses vont très bien, pour eux, c'est comme s'ils sont malades. Pour eux, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que certains veulent garder les postes, certains veulent préserver leurs intérêts. Et ils croient que lorsque nous serons tous autour d'une table, ils vont perdre certains avantages. Le gouvernement de Kinshasa n'a pas cet esprit belliqueux. Ce sont les acteurs tout autour du chef de l'État qui donnent cette impression aux autres. Le président de la République lui-même, c'est un homme de paix. C'est pourquoi vous voyez, il a accepté d'aller à Washington, il a accepté d'ouvrir la porte. Mais aujourd'hui, je viens de vous dire tout de suite là que si nous sommes capables de discuter avec le président Paul Kagame, qui est responsable d'une guerre qui a fait plus de 10 millions de morts en République démocratique du Congo, dont la majorité des victimes sont des Congolais. Nous sommes capables de parler avec lui. Pourquoi vous n'acceptez pas que nous puissions parler d'abord entre nous Congolais? Parce que ces autres-là, ils sont des rebelles. N'est-ce pas? Oui. Ce sont des proxys. Et pourquoi vous ne voulez pas que nous puissions parler ensemble? Trop de la traîtrise. D'où vient la traîtrise? Pourquoi nous ne pouvons pas traiter si c'est une maladie qui est en nous? Nous allons la traiter en chassant les autres. Vous croyez que ça va marcher? Mais le président en place a parlé récemment d'union nationale quand il voulait faire sortir un nouveau gouvernement. L'idée était de rassembler toutes les puissances politiques autour d'une table, s'asseoir et parler, mais apparemment l'opposition n'a pas salué cette démarche-là. Les drames que nous avons en République... L'opposition est restée figée que sur les dialogues inclusifs. Les drames que nous avons en République démocratique du Congo, c'est d'avoir une classe politique qui ne fait pas les choses correctement.
Expliquez-vous. C'est-à-dire, le président dit, je veux un dialogue. Je vais rassembler les fils du Congo. Mais regardez ce que son conseiller a organisé. Des consultations bidons qui n'aboutiront à rien. Moi, ce que je conteste dans tout ce qui est en train d'être fait, tout autour du chef de l'État, c'est de vouloir faire passer des échecs pour des réussites. Vous savez que ce que vous êtes en train de faire, vous allez consommer les moyens de l'État et vous n'aboutirez à rien. Parce qu'aujourd'hui, en organisant des consultations telles que ça a été organisé là, tout le monde le savait. Même un petit enfant savait que ça n'aboutirait à rien. Et ils ont été prévenus. L'échec était prévisible. 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 Et ils ont été même prévenus par d'autres acteurs qui les ont dit, ce que vous êtes en train de faire n'aboutira à rien. Mais les retombées de cette consultation-là, c'est les remaniements qui viennent d'être faits. Vous êtes sûr que le gouvernement qui est actuellement installé va faire quelque chose? Pas à la hauteur, d'après vous? Non, va faire quoi? Dans la recherche d'abord de la paix en République du Congo. C'est le gouvernement qui est là. Il va faire quoi? Rien du tout. Si nous voulons rechercher la paix, nous voulons voir la paix, il faut crever l'abcès. Il faut se regarder en face, parler de vérité. Vous avez des acteurs qui sont dans la rébellion. Vous voulez faire la paix. Pourquoi vous allez à Doha? Pourquoi vous allez toujours à Washington? Il ne fallait pas y aller. Est-ce que c'était important? Ou ça, c'est besoin de faire seulement du tourisme? Est-ce que c'était nécessaire? Pourquoi cette même énergie que nous utilisons pour aller chercher les Américains à concilier nos vues, nous ne pouvons pas nous utiliser? Qu'est-ce qui nous empêche de parler à tant que frères? Nous sommes Congolais. Parce que nous savons bien que même si nous allons à Washington, vous avez entendu ce que le Washington a dit? C'est-à-dire que nous devons avoir encore un autre dialogue en interne. C'est comme qui dirait que nous ne comprenons pas souvent ce que nous faisons. Et nous avons toujours l'habitude de faire des choses qui ressemblent à ce que nous avions voulu faire. Mais nous attendons toujours au résultat réellement des choses qui devaient être faites normalement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire nous voulons avoir des consultations, nous voulons avoir un consensus pour former un gouvernement d'union nationale. Peut-être, ça serait l'objectif, ou soit peut-être juste trouver un consensus pour quels moyens de gouvernance, quels sont nos points de divergence et quels sont nos points de convergence. Essayons d'étudier la question pour que nous puissions voir comment est-ce que nous allons juguler la question de l'insécurité dans notre pays. Au lieu que nous allions directement en nous regardant en face, nous organisons une histoire qui n'a rien à faire avec ça. C'est-à-dire, on organise des consultations avec des politiciens qui sont ici à Kinshasa. Moi, je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Je me pose la question, c'est cette question que tout le monde se pose. Est-ce que vous êtes sûr, actuellement au moment où nous parlons ici, même si on prenait le plus grand acteur de l'opposition à Kinshasa, on le met Premier ministre, il va résoudre cette crise de sécurité comment? Il va faire la guerre, il va chercher encore d'autres négociations, parce que lui-même sera le fruit d'une négociation. Il peut avoir sa carte, il ne faut pas toujours sous-estimer. Hein. Non, écoutez, il ne faut pas hypothéquer l'avenir d'une population comme ça. Nous sommes au 21e siècle. Il faut éviter de se lancer dans des hypothèses qui n'existeront et qui n'existent même pas. Aujourd'hui, là, nous parlons, il y a des rebelles qui ont occupé Goma et Bukavu. Le gouvernement actuel n'a pas la capacité d'envoyer des gens là-bas pour aller discuter avec eux. Or, ce sont des Congolais. Avec cette manière de voir les choses, nous retardons inutilement l'avènement de la paix dans notre pays. Au moment où nous savons bien que ceux qui sont là-bas, bien sûr, il y a des infiltrés parmi eux, mais il y a des Congolais qui les ont donné la béquille. Est-ce que nous ne pouvons pas parler avec ces Congolais-là? Qu'est-ce qui nous empêche de parler avec ces Congolais-là, mais nous permet d'aller parler avec les ministres rwandais dont le gouvernement est responsable de cette guerre? Revenons à Washington et Doha. Monsieur Hussein, dites-nous, est-ce que Washington et Doha, ces deux puissances, poursuivent-elles une réelle paix dans l'Est de la République, ou ils gèrent
un agenda géopolitique masqué. C'est les deux à la fois. C'est les deux à la fois. La paix réelle, je vais vous dire qu'elle ne la cherche pas pour les Congolais. Ils ont besoin de la paix, mais beaucoup plus pour leurs intérêts. La paix à l'est du Congo. Parce qu'ils se disent à un certain moment que le problème de la paix en réalité, ça ne les concerne pas. Ce n'est pas leur problème. Mais si ils s'investissent aujourd'hui à ce qu'il y ait la paix à l'est du Congo, c'est parce qu'à un certain moment, ils ont compris que le rôle qu'ils étaient en train de jouer dans cette guerre ne va pas continuer à être le même chaque jour. Parce que le monde est en mutation. Avec ce que la Russie a fait en Afrique de l'Ouest avec la France, ça a donné une leçon aux autres puissances de comprendre que les Africains sont en train de se réveiller. Si nous ne faisons pas attention, toute l'Afrique va se retrouver sous le joug de la Russie. Et si la Russie doit contrôler toutes les matières premières de l'Afrique, surtout celles de la République démocratique du Congo, ça sera la fin de l'Occident. C'est pourquoi ils sont en train de rechercher une paix, d'abord pour eux, parce que les multinationales qui sont derrière le Rwanda pour financer la guerre coûte cher. Ce sont les multinationales occidentales. Je reviens encore pour ne pas paraphraser le président Kagame. Il avait dit ceci, il n'y a pas plus longtemps ici, que les matières premières qu'on prend en RDC, si vous allez actuellement à Kigali, vous ne les trouverez pas, ça ne se trouve pas dans les entrepôts à Kigali. Alors il avait posé la question, ça part où? Et lui-même avait donné la réponse par l'occasion. Il dit, ça part à Londres, ça part partout là-bas. Et donc les accords de Washington et de Doha profitent d'abord aux acteurs étrangers au lieu et place de profiter aux économies locales. Les accords de Doha, je n'ai pas encore vu un accord, j'ai juste vu un principe. Ils se sont donné un accord de principe, mais ce n'est pas un accord proprement dit. Celui aussi de Washington, c'est dans le même ordre d'idées. Mais dans des cas de gains, je pense que le Congo, c'était une monnaie de rechange. Après que la Russie ait mis la main sur les terres rares en Ukraine, l'Occident s'était dit qu'il fallait tout faire pour que nous puissions occuper le Congo. Et que, comme nous ne pouvons plus l'occuper d'une manière belliqueuse, avec ce que nous étions en train de faire, parce que la guerre doit prendre quand même fin, et pour qu'il puisse aussi exploiter convenablement, il faut qu'il y ait la paix. C'est comme ça qu'ils sont en train de rechercher la paix. La paix ici, elle est aussi bénéfique pour les Congolais, mais telle qu'elle est en train de se dessiner actuellement, elle intéresse beaucoup plus les puissances extérieures. Parce que vous n'oublierez, vous n'êtes pas sans oublier que le président Trump est tenté de faire toutes ces choses-là avec un seul objectif aussi. C'est lui le prix Nobel de la paix. Si vous voyez à chaque fois, même avant-hier, lorsqu'il était avec le président Vladimir Poutine, tout de suite après sa sortie de la réunion, lorsqu'il a été interviewé par des journalistes, vos confrères de Fox News, il était clair. Il a parmi les crises majeures qu'il a eu à résoudre et qui lui-même dit que c'était presque impossible à résoudre. Il a cité la crise entre la RDC et le Rwanda, où il dit que non, il est déterminé à apporter la paix. Je pense que ça sera peut-être au rendez-vous, mais jusqu'à présent, ce n'est pas encore au rendez-vous. Et c'est beaucoup plus bénéfique à eux qu'à nous. Nous, peut-être, nous allons y tirer aussi des dividendes, mais cette paix-là, sur le plan économique, bien sûr, je ne parle pas sur le plan social, parce que sur le plan social, c'est nous qui vont beaucoup plus en bénéficier. Je parle ici sur le plan économique, elle est beaucoup plus bénéfique à eux. Entre les mines et les commerces transfrontaliers, quel secteur influence le plus toutes ces négociations, notamment entre Washington et Doha? D'abord, c'est les mines. C'est les mines qui intéressent beaucoup plus tout ce monde-là. Le commerce vient en second lieu. Parce que si vous regardez les échanges commerciaux entre entre l'Occident et la République démocratique du Congo n'a pas une envergure que nous pouvons dire que c'est vraiment nécessaire.
parce que nous sommes beaucoup plus focalisés par des produits asiatiques. Mais si nous voyons l'Occident s'intéresser à nous, c'est beaucoup plus à cause de nos mines, à cause de nos ressources minières. C'est pour cela qu'ils sont là. Et en second lieu, peut-être aussi parce que vous savez, lorsqu'ils vont exploiter, ils auront besoin d'une certaine logistique pour que les mines soient évacuées du lieu d'exploitation jusqu'à arriver au consommateur final. Ça a besoin d'une certaine logistique. Et pour ça, peut-être le commerce transfrontalier aussi aura bénéficié parce que le boom, lorsqu'il va éclater, bon, c'est toute la région qui va en bénéficier et puis c'est tous les secteurs qui seront en mouvement. C'est dans ce sens-là. Alors, le maintien d'une instabilité chronique dans l'Est de la République pourrait-il servir certains intérêts économiques? Oui, ça sert déjà. L'instabilité à l'Est de la République du Congo, ça a servi beaucoup d'intérêts économiques. Le Rwanda aujourd'hui, c'est qu'il est. C'est le produit du pillage. Oui, c'est le résultat du produit du pillage des ressources naturelles en République du Congo. Tout ce que le Rwanda est en train de faire, tout ce que le Rwanda est en train d'opérer, c'est le fruit de son pillage des richesses congolaises. Et ça, tout le monde le sait, même l'Occident. Même les États-Unis. Ils le savent. Ils le savent, mais sauf qu'ils ne sont pas surpris. Ils le savent bien, mais ils ne sont pas surpris. Pourquoi ils ne sont pas surpris? Parce que le Rwanda joue exactement le rôle qu'on l'a confié. Vous savez, pour condamner le président Paul Kagame, il faut aussi commencer à comprendre les individus et leur formation. Paul Kagame a été formé aussi quelque part par les Américains. Et vous savez qu'est-ce qu'ils l'ont dit? Vous croyez que le comportement de Paul Kagame s'éloigne de sa formation? Non. L'homme est tout ce qu'il est, il ne fait que sortir de ce qu'il a eu comme formation. Il a été formé par les Américains. Et le travail qu'il fait là ne surprend pas les Américains. C'est pourquoi vous voyez même, pour condamner ça, il tergiverse toujours. Parce qu'ils savent qu'il est dans le rôle qu'on l'a confié. Comment interprétez-vous la position officielle des États-Unis qui condamne la violence tout en collaborant avec des acteurs accusés de violences, notamment le Rwanda? Oui, il faut comprendre une chose. Il faut faire la différence entre la politique internationale des États-Unis et la politique des individus américains. La politique internationale des États-Unis, sur le plan international, elle est toujours menée par des relations économiques. C'est la dimension économique qui prend l'ascendant sur toute autre dimension. C'est mené et dirigé, canalisé par cette dimension-là. C'est pourquoi vous allez voir que le président Trump a eu bien la volonté d'amener la paix partout au monde. Surtout, il vous disait qu'il y avait certaines crises qu'il allait les résoudre dans 4-5 jours. Il le disait avant qu'il soit président. Mais aujourd'hui qu'il est président, il trouve que ce sont des crises qui ne seront pas résolues dans 4-5 jours. Pourquoi? C'est parce qu'il y a aussi une dimension économique. Même la guerre qui se passe en Ukraine aujourd'hui, ça a une dimension économique. Si vous suivez bien l'histoire, vous allez comprendre que non, ce sont les multinationales américaines qui se sont retrouvées en Ukraine pour aller chercher à prendre des terres par-ci, par-là et tout comme ça, qui sont arrivés à créer toute cette bourbier qui est arrivée maintenant dans laquelle l'Ukraine se retrouve aujourd'hui. C'est la même chose avec la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, tel que nous sommes là, vous devez comprendre que la politique des États-Unis, elle est menée par l'économie. Alors, le président Trump peut avoir bien la volonté de changer les choses, la volonté d'amener la paix, mais comme il y a des multinationales qui sont derrière la guerre en RDC, acceptez que les États-Unis aient un double langage. De l'autre côté, ils sont tirés par les multinationales qui imposent leurs règles sur la scène internationale. Et de l'autre côté, il y a un président qui a la volonté d'amener la paix et d'arrêter un certain nombre de choses. Et donc, les narratifs des États-Unis sur la paix, c'est juste un moyen pour eux de garantir leur accès à des ressources stratégiques en République démocratique du Congo? Les États-Unis ne font jamais la guerre sans qu'il y ait leurs intérêts. Ils ne s'intéressent jamais à aucune région, à aucun pays, sans qu'il y ait l'intérêt américain. Et l'intérêt américain, d'abord, c'est l'intérêt économique. Toutes les guerres que les États-Unis ont menées, ces dernières années, ils les ont menées pour des raisons économiques. Toutes les guerres.
que les États-Unis ont menées ces dernières années, ils les ont menées pour des guerres économiques, purement pour des raisons économiques. Vous connaissez l'histoire de la guerre en Irak. C'est à cause des puits de pétrole que Saddam Hussein avait confisqués, qui appartenaient à Exxon, qui ont entraîné tout ce qui est arrivé aujourd'hui. La base de toutes les guerres de ces dernières années des États-Unis, ce sont des intérêts économiques. Ça, il ne faut pas se tromper. Partout où les États-Unis passent, c'est lorsqu'il y a leurs intérêts. Et leurs intérêts pour eux, c'est sur le plan économique. C'est sur le plan économique. Vous avez vu, moi je veux vous révéler une chose. Vous savez pourquoi est-ce que les États-Unis est mis en ébullition? C'est vraiment mis debout. C'est parce qu'ils ont compris qu'avec les projets que les Chinois étaient en train de développer, où il fallait construire les rails qui relieraient la province du Sud Kivu, c'est-à-dire le Kivu, le Burundi et la Tanzanie, par un chemin de fer, les États-Unis ont compris que la Chine aura à récupérer maintenant toutes les matières premières. Et ils savent que les terres rares du Congo se trouvent à l'est. C'est pourquoi vous avez vu les États-Unis sont venus développer directement de l'autre côté leur projet de chemin de fer de Lobito. C'est pour faire un contrepoids. C'est-à-dire partout où ils interviennent avec une dimension purement économique. Que signifie alors pour la RDC le fait que les décisions cruciales pour sa sécurité soient prises à Washington et à Doha, loin des réalités du terrain? C'est nous-mêmes qui voulons cela. Je venais de vous le dire ici. C'est nous-mêmes qui nous mettons dans cette position-là. Parce que nous montrons à la face du monde que nous sommes incapables de s'asseoir et de discuter. C'est nous qui se mettons dans cette position-là. C'est une perte de souveraineté? Ce n'est pas une perte de souveraineté en soi, mais c'est une façon de continuer de se faire passer pour des bébés éternels vis-à-vis des autres. Parce qu'on n'est pas capable de s'asseoir et de se parler. Au moins, vous savez bien que la question que vous allez poser à Washington, les premiers que vous allez poser à Washington, la solution, on vous ramènera à la case du départ. On va vous dire, mais quand on ne sait pas décider par nous-mêmes, c'est cela la souveraineté. Pourquoi nous ne savons pas discuter par nous-mêmes? On ne peut plus se considérer comme un pays souverain. Non. Si on a du mal à décider par nous-mêmes. Non. Là, il y a deux notions différentes. La notion de souveraineté ne vient pas de ça. Ça, c'est autre chose. Ici, nous parlons de la paix. Vous voyez, à la recherche de la paix. Là, jusque-là, le fait que nous puissions faire intervenir un acteur autre que congolais. Pour décider. Pas pour décider. Oui. Pas pour décider. Parce que vous pouvez aller à Washington. Si les Congolais disent que non, on ne veut pas, ils vont rentrer de là et ils vont faire le contraire. Vous voyez? Ils vont faire le contraire. Moi, je pense que les raisons qui ont poussé le gouvernement actuel, le président de la République, à aller à Washington, c'est parce qu'à un certain moment, le président avait dit ceci, qu'il voulait aller voir les maîtres de Kigali, discuter avec eux. C'est ça la politique de Félix Tshisekedi. Vous avez vu, il a du mal à parler avec Nanga et consorts. Pourquoi? Parce qu'il dit, je dois parler avec votre patron, qui est Paul Kagame. Vous, je ne parle pas avec vous. Parce que tout ce que j'aurai à parler avec vous, vous viendrez avec les revendications de votre patron. Au lieu que je parle avec vous, comme il les traite comme des pantins, au lieu que je parle avec vous, je parle directement à votre patron. C'est la même chose. À cette dimension-là, il est monté encore plus haut. Il a dit, au lieu que je parle seulement avec le président Kagame, il a compris que cette guerre, le Rwanda n'est qu'un bras, excusez-moi. C'est un bras qui est utilisé par d'autres puissances. Alors, pour cela, il est allé voir des puissances en question. Ce n'est pas pour aller hypothéquer la souveraineté. Là, c'est une autre notion. Ici, pour ce que moi je parle, c'est notre capacité à résoudre nos problèmes nous-mêmes. C'est-à-dire, nous dépasser de nos égos. C'est ça le problème avec les Congolais. Ce n'est pas que nous n'avons pas le cerveau, nous ne sommes pas capables, nous ne sommes pas réfléchir. Non, nous réfléchissons très bien. Les Congolais sont parmi les peuples les plus intelligents. Mais, nous avons l'ego. C'est cet ego-là qui fait que chacun se met à sa place et il ne veut pas regarder l'autre pour qu'il puisse... Or, comme ça, nous ne construirons pas une nation.
Lorsqu'il y a des problèmes en interne, nous devons nous mettre nous-mêmes, nous asseoir pour que nous puissions parler convenablement et clairement, parler entre Congolais. Effectivement, afin de trouver une solution. Monsieur Hussein Ibert Barwani, dans cette émission, la parole de la population compte autant que celle des experts que vous êtes. Place maintenant aux questions des internautes juste après ceci. Voilà, nous prenons la première question. La première question est signée Monsieur Blaise. Blaise dit, Monsieur Ibert, lors de votre premier passage sur ce plateau, vous aviez sollicité le pardon du président Félix Antoine Tshisekedi en faveur de Joseph Kabila. Ne savez-vous pas que Joseph Kabila est un Rwandais et un rebelle? Voilà la première question. Je réponds. De Monsieur Blaise. Oui, merci beaucoup, Monsieur Blaise. Bon, d'abord, je dois vous dire que je ne savais pas qu'il y avait encore des Congolais qui pouvaient réfléchir de cette façon-là. Parce que moi, je pensais que ce qui était dit, c'était juste des discours politiques et des combats politiques entre des acteurs politiques. Dire que le président Joseph Kabila, c'est un Rwandais. D'abord, il faut se poser d'abord des questions qui sont claires. Si vous regardez le président Joseph Kabila, il ressemble au Rwandais. Parce que les Rwandais, en 1998, tous ceux qui s'identifiaient comme Rwandais étaient partis avec leurs frères, qui étaient dans des institutions, bien sûr. Comment le président Joseph Kabila est resté au Congo et il est resté dans l'armée? Et puis, j'entends toujours ce discours-là de la part des politiciens. Je ne voulais pas trop m'attarder sur ça, mais je voulais quand même apporter un éclaircissement. Vous avez des politiciens qui passent dans des chaînes de radio et de télévision, qui affirment et qui vous disent qu'ils ont des preuves que le président Kabila c'est un Rwandais. Mais quand vous leur demandez quelles sont les preuves qu'ils ont, ils vous citent un certain nom là d'un certain Hippolyte Kanambe. Chef d'état-major général de l'armée rwandaise. Dans ses bagages, il y avait Hippolyte Kanambe, qu'on a fait passer pour le fils de Laurent Désiré Kabila. Or, Hippolyte Kanambe est un agent de l'armée rwandaise. Son chef est et était Paul Kagame, commandant suprême des forces rwandaises. C'est ça la vérité. Cela n'a jamais été démontré. Alors, je ne parle pas de la... Mais est-ce que c'est vrai ou faux? Laissez-moi d'abord y aller. Je vais prendre l'hypothèse selon laquelle il serait vrai. Je prends d'abord cette hypothèse. Allez-y. Et ce qui est, à ma connaissance, je sais que c'est faux. Mais je prends cette hypothèse. Ça, c'est quelle idiotie, excusez le terme. Parce que quand vous lisez l'histoire du Congo, l'histoire politique du Congo, c'est un cours de première graduat. Vous allez comprendre que le type qu'on appelait Christopher Kanambe là, c'est un originaire du Kwilu, il est cousin à Pierre Moulin. Ah bon? Alors, si nous allons dans l'hypothèse selon laquelle c'est lui le papa de Joseph Kabila, comment alors Kabila se retrouve rwandais? Son papa est du Kwilu. Le type dont on parle là, la photo qu'on montre, Christopher Kanambe là, c'est un sobriquet, son vrai nom ce n'est pas celui-là. Ah bon? Lisez l'histoire du Congo, son vrai nom ce n'est pas celui-là. C'est comme tous étaient dans les maquis, ils avaient des sobriquets. Il y avait des Raoul, les gens qui s'appelaient Raoul, lui-même le père, Laurent Désiré Kabila, il s'appelait Raoul. C'était des sobriquets qu'ils s'étaient donnés lorsqu'ils étaient à la rébellion. Et celui qui portait les sobriquets là de Christopher Kanambe, il est cousin de Pierre Moulin. Il avait même travaillé dans les cabinets de Pierre Moulin. Interrogez l'histoire du Congo, on va vous expliquer cela. Allons dans l'hypothèse selon laquelle celui-là, c'est celui-là son père. Mais comment alors son père est de Kwilu, lui il va se retrouver rwandais? Ce sont des faux débats. Les gens prennent les gens comme des idiots et ils commencent à raconter des choses qui n'ont pas à leur place. Ça, moi, je ne veux pas aller dans ce terrain-là. Ce que moi, je voulais lui répondre, c'est l'autre volet de sa question. Il dit que j'ai sollicité les pardons. Mais avant d'y aller, permettez-moi, nous avions suivi, je pense vous aussi, vous aviez suivi le VPM de la Défense, Jean-Pierre Mbemba, dire tout haut que Joseph Kabila est un Rwandais.
Malheureusement, ce sont des déclarations qui ne devraient pas sortir de la bouche d'un homme comme c'est de l'envergure du VPN. En tout cas, moi, je suis mal placé et je suis gêné d'entendre qu'à son niveau, il peut sortir des sottises comme ça. Parce que lui, il a travaillé avec Joseph Kabila. Si lui-même, j'ai une image où lui, il soutient que les Banyamulenge, qui étaient dans son armée, dans sa rébellion, étaient des Congolais. Lui-même, j'ai l'image. Et je vais vous la donner. Dans nos troupes, nous avons aussi bien des Banyamulenge que d'autres tribus, je veux dire, dans l'armée. Un objectif demain au niveau de l'armée nationale, ce sera de former une armée tout à fait homogène, rompre avec les armées tribales et surtout faire d'une armée une armée au service du peuple. Il soutient que ces Banyamulenge-là sont des Congolais. Mais à plus forte raison que Joseph Kabila. Comment il va dire des choses comme ça? C'est-à-dire, il y a des gens qui ne connaissent pas. Parce qu'il y a des ces gens... qualificatifs-là, c'est suite au silence Joseph Kabila. Non, ce sont des conflits. Non, écoutez, il s'est fait il faut pas que les gens, République. non, il faut pas que les gens amènent leurs conflits individuels et les amènent au niveau des institutions. Je sais que, et vous n'êtes pas sans le savoir, que le VPM reproche un certain nombre de choses au président Kabila. Et au nom de cela, il se permet de dire certaines choses que lui-même, dans sa propre conviction, il sait que ce n'est pas vrai. Parce que Jean-Pierre Bemba, c'est quelqu'un qui a étudié. Il connaît l'histoire du Congo. Et il connaît, je crois que quand il cite le nom de Christopher Kanambe, là, lui, il a étudié l'histoire du Congo. Il connaît qui est Christopher Kanambe. Alors, comment il va dire encore que si il dit que Joseph est le fils de Christopher Kanambe, par après, il dit encore que c'est un Rwandais. Christopher Kanambe n'est pas un Rwandais. Dans l'histoire du Congo, Christopher Kanambe n'est pas un Rwandais. C'est pourquoi, à un certain moment, nos historiens devaient réécrire l'histoire du Congo. Expliquer aux gens la vraie histoire du Congo. Vous voyez? Bon, pour ne pas trop s'attarder sur cette question, je voulais vous dire tout simplement une seule chose. Pour les gens qui n'ont pas connu Joseph Kabila, avant qu'il soit président de la République, pour eux, c'est une matière grise. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de soubassement. Mais pour ceux qui ont connu Joseph Kabila, avant qu'il soit même président de la République, nous savons que c'est un Congolais. Moi, je ne sais pas vous mettre témoin, mais vous savez que j'étais voisin de la famille Kabila. Je n'ai pas vu président Kabila pour ma première fois lorsqu'il est président de la République, non. Mais pourquoi quand il voulait rentrer au pays, il a préféré y entrer par Rwanda? Pourquoi? Bon, mais c'est peut-être pour ce genre des actes qu'il est qualifié aujourd'hui de Rwandais. Oui, je n'ai pas le rôle de parler à son nom. Je ne connais pas les raisons pour lesquelles il a préféré prendre cet itinéraire-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui l'a motivé. Je ne suis pas là pour parler de lui. Je n'ai pas le mandat de parler à son nom. Je pense que ça sera répondu par quelqu'un de son camp qui pourra vous expliquer pourquoi est-ce qu'il a pris cet itinéraire. La sollicitation du pardon de Félix. Le pardon, je voulais répondre à notre frère, à M. Blaise. Le pardon dont je parle ici, c'est un pardon qui est aussi patriotique. Ce n'est pas un pardon éphémère, ce n'est pas un pardon comme tout autre pardon. La question, pour que je sois clair, je vous dis aujourd'hui, la question de la paix en République démocratique du Congo sera résolue par 2 personnes. Même si vous ne l'acceptez pas aujourd'hui, vous allez l'accepter même après 10 ans. Lesquelles ces 2 personnes? C'est Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Merci. Nous prenons la deuxième question. Quand Washington parle officiellement de la démocratie et des droits de l'homme, mais en même temps, les massacres persistent sur terrain avec des acteurs armés soutenus indirectement par des puissances. Comment pouvez-vous expliquer cette contradiction diplomatique?
c'est comme je vous ai dit, je venais de vous expliquer ici, que les rôles et les actes du Rwanda ne surprennent pas les États-Unis. Parce que le Rwanda ne fait pas ou ne joue pas autre rôle qu'on lui a donné. Il faut exactement ce qu'on leur demande de faire. J'avais lu un rapport d'un expert des Nations Unies qui avait dit que la guerre en République démocratique du Congo coûterait plus de 10 millions de dollars par jour. Croyez-vous bien que le Rwanda a la capacité de supporter un tel coût? Il n'en a pas. Lorsque le président Tshisekedi a réorganisé l'armée congolaise, vous avez suivi la bataille du Nord Kivu. Lorsque l'Occident a vu que le Rwanda était mis en mal, et le Rwanda n'avait plus la possibilité d'avancer, au contraire, ça risquait de basculer de l'autre côté. Ils sont intervenus directement dans la guerre. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire à la télé. Ils ont intervenu directement. En envoyant des armes et tout comme ça. On vous a expliqué dernièrement ici que certains experts, même des Nations Unies, ont confirmé qu'il y a même certaines armes qui devaient se retrouver en Ukraine. Par leur numéro, on vient de les retrouver au Rwanda. C'est pour vous dire qu'ils se sont vus en danger. Et quand ils ont vu les dangers venir, ils sont venus intervenir directement. C'est pour vous dire que ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain n'est pas un fait nouveau pour Washington et ça ne les surprend pas. Ils sont en train de gérer toutes les deux cartes. De l'autre côté, ils ont les bâtons qu'ils utilisent à travers le Rwanda et de l'autre côté, ils ont la carotte. Et quand je parle de Washington, ce n'est pas seulement les États-Unis. C'est toute cette clique de multinationales qui ont formé leur cartel pour venir mettre le Congo à genoux et piller les ressources. C'est eux qui téléguident la politique internationale des États-Unis. C'était là la question du président du conseil d'administration de Dukinaltum, qui est un asbel de la place, Monsieur Alex. Alors, l'émission touche à sa fin. Monsieur Hubert, avez-vous un dernier mot? Bonjour à notre frère, Monsieur Alex. Alex. Oui, merci d'être toujours là pour nous suivre. Le dernier mot, c'est solliciter toujours l'engagement des peuples congolais, et soutenir le président de la République parce que je ne saurais pas leur demander de soutenir le gouvernement actuel parce que vu les réactions qu'ils ont manifestées à sa sortie, mais de soutenir quand même la politique du président de la République. Je pense que nous pouvons accorder une chance, regarder ce que ça va donner, même si moi, à mon humble avis, je sais que ça sera difficile à ce gouvernement de relever la pente. Parce que vraiment ça n'augure pas de bonnes choses. Mais toutefois, nous ne pouvons pas non plus abandonner la RDC, c'est notre pays. Nous devons soutenir ces pays. Et soutenir ces pays, c'est soutenir le président de la République, soutenir sa politique, pour que nous puissions quand même arriver à un accord. Parce que les grandes choses vont se dire c'est maintenant. Il y a un rendez-vous qui sera pris bientôt là à Washington, où le président de la République va se voir avec son homologue rwandais, bien sûr avec les beaux offices du président Trump. Alors il faut que les Congolais puissent soutenir cette action, que nous soyons tous derrière le président de la République, parce que ce qu'il recherche, c'est le bonheur de tous les Congolais, c'est la paix pour la République du Congo. Et pour cela, nous ne devons pas l'abandonner seul dans cette bataille, nous devons l'accompagner. Merci, monsieur Hubert. Merci beaucoup. À travers les relations entre Washington et Doha, nous découvrons une diplomatie qui ne se joue pas seulement sur les podiums officiels, mais aussi dans les coulisses où se négocient les contrats, les alliances et les compromis. Les masques tombent, mais les intérêts demeurent. Peuple congolais, il est temps de lire entre les lignes. Il est temps de décoder le geste et de ne plus se laisser aveugler par les apparences. Merci à M. Hussein Hubert Barwani pour son analyse éclairante et à vous, chers téléspectateurs, de rester vigilants face au dessous des cartes. Restez connectés sur nos antennes pour la suite du programme.